Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Jean-Claude Mettefeu, vous êtes alpiniste solitaire, vous avez fait plus de 71 pays, vous êtes également parrain de l'association ABC Hôpitaux. On va tout d'abord vous présenter votre passion, alpiniste solitaire. C'est peu commun, Jean-Claude. Alors, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est peu commun. Et peut-être c'est quelque chose justement qui me rend très heureux, c'est ce côté-là que c'est pas banal, voilà. Mais sinon, c'est parti très jeune, puisque j'étais au lycée climatique à Briançon en classe de 5e à 13 ans, où j'ai pu avoir la chance d'apprendre à tenir sur des skis. Ensuite, comme j'ai grandi dans le sud-ouest, évidemment, j'étais en colonie de vacances souvent par mes parents dans les Pyrénées et dans les Alpes un petit peu. Et cette passion a vraiment pris son élan, on va dire, de façon solitaire avec l'alpinisme. Passion qui m'a conduit au fur et à mesure à gravir tout seul des courses que les gens normaux réalisent avec un guide ou des guides. Et ça m'a permis d'atteindre un nombre astronomique, dans un sens, 500 courses comme ça en solitaire de niveau moyennement difficile. Alors il faut donner quelques exemples, hein, puisque j'habite à Chamonix depuis 35 ans maintenant. Le genre de course comme ça, je vais vous citer la traversée des Petits Charmoz, l'aiguille du Peigne, l'arrêt des Papillons, 25 fois solitaire. Plus haut en altitude, à 3800 mètres, la face sud, l'éperon des Cosmiques, 120 mètres en granit verticaux, degré de difficulté 4 sup, mais en solitaire 25 fois. Et d'autres courses dans le même genre, très souvent répétées par moi-même. Et ça m'a vraiment... Pour moi, c'est ma richesse de base, on va dire. Et ensuite, je me suis mis à randonner très sérieusement aussi en solitaire. Alors après, ça part sur en randonnée 3 traversées des Alpes que j'ai pu vivre, une en 2010, une en 2011, une en 2012 que j'ai transformée ensuite en DVD. Je fais quelques conférences. Et on va dire qu'en 88, le Dauphiné Libéré m'avait fait déjà un article quand j'avais atteint cette quantité de 500 courses d'alpinisme moyennement difficile en solitaire. Et ma passion ensuite a progressé avec quelques courses quand même plus difficiles qu'un niveau moyen, mais je n'ai pas arrêté et actuellement je suis dans une phase, puisqu'il y a une dizaine d'années que je me suis mis à voyager en dehors de l'Europe, à gravir des sommets plus hauts que le Mont Blanc. Comment dire ensuite, si je récapitule un petit peu, ces 500 courses, on va dire qu'elles ont plus ou moins eu lieu, pas plus ou moins, mais entre 76 et 88, ça a été 10 années dans lesquelles chaque été, en camping sauvage, pour économiser mes sous, avec des petits boulots à droite à gauche, je vivais ma passion à Chamonix, dans mon coin tout seul dans la forêt. Ma richesse c'était mon sac à dos, mon petit matériel de montagne, ma tente et mon petit feu de bois au bord du ruisseau. Et de là, personne ne savait où j'étais. Le portable à l'époque, il n'y en avait pas déjà, hein, en 78, 79, 80, les portables, ben non. Et donc personne ne savait où j'étais, ce que je faisais. Les refuges, j'avais pas le moyen de me les payer, ni d'y dormir, ni d'y manger. Donc je partais chaque fois avec un sac qui faisait entre 15 et 20 kilos, dans lequel il y avait mon réchaud, ma nourriture, de quoi dormir, et du matériel de montagne pour chaque course, ce qui représente une corde qui pèse 3 kilos, quelques mousquetons, quelques pitons, un piolet, des crampons, tout ça pèse dans le sac. Et ça a duré une dizaine d'années. Et cette façon de vivre à Chamonix je pense, j'ai passé 2 hivers entiers en camping sauvage à Chamonix, ça c'était volontaire aussi, pour m'endurcir au froid. Mais enfin ça s'est bien passé, j'ai pas souffert du froid. J'avais déjà quelques boîtes, quelques fabricants qui m'aidaient un petit peu en matériel, pas en argent. Donc oui, ça se passait quand même assez bien. J'ai conservé des rapports quand même avec quelques fabricants, plutôt au niveau diététique, même actuellement, dans la suite de ma passion. Ça se passe bien aussi. Et puis quand même, je partage maintenant régulièrement quand je le peux tout ça. À ma façon, oui. Alors c'est comme aujourd'hui, hein, une radio, ça peut être une télé, ça peut être un magazine ou un article dans le journal, ou quelques conférences. Je fais des livres de photos aussi
pour pas les citer, j'ai des e-books sur Amazon, il y en a plus d'une quarantaine. Hein. Je précise que c'est de la photo avec quelques légendes sur les photos depuis que je voyage, puisque au niveau voyage, depuis 10 ans, j'en suis à 71 pays différents où j'ai mis les pieds et où j'ai fait quand même des randonnées aussi. Et je continue avec cet esprit d'aventure, de découverte aussi bien des paysages quand je voyage que des gens que je peux rencontrer. Et la ABC Hôpitaux m'avait envoyé en mission humanitaire l'an dernier, en début d'année, à Haïti, qui malheureusement vit une situation catastrophique assez grave, même grave d'ailleurs. Et là, on a aidé, j'ai pu aller sur place là-bas, envoyé par l'association. Je me suis posé en République Dominicaine et en Haïti, on a pu aider 50 familles à se nourrir. Ah oui. Ça c'est l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux. Et ensuite, dans l'immédiat, comment je vois la suite, j'ai eu une période, oui, dans laquelle entre 2000 et 2008, dans les Alpes, dans tous les sens, j'avais réussi à atteindre 10 000 km en 7 ans parcourus, à pied en ski de randonnée, dans les Alpes d'Europe. Hein. Alors, aussi bien en Suisse, en Italie, qu'en Autriche, qu'en France. Et là, j'en avais tiré un film qui est toujours pas finalisé, tellement à l'époque, je filmais avec un caméscope. Hein. Et donc, j'ai encore conservé tous les cassettes VHSC, j'en ai un carton qui est plein, il y en a 40 dedans. Et là, il y a un monstre travail que je dois réaliser déjà par moi-même pour ensuite pouvoir le proposer au public, enfin à des gens. Mais sinon c'est un plaisir pour moi de vivre tout ça, parce que dans ma vie, dans le monde du travail, je me suis rapidement aperçu que je me sentais souvent exploité, et ça j'ai eu du mal à le supporter, à l'accepter, et j'ai trouvé cette solution pour moi en réfléchissant, plutôt que de devenir méchant sur un chantier ou dans le monde du travail, ce qui commençait déjà malheureusement à être le cas. J'ai dit je préfère encore être avec de quoi manger sur un chemin de montagne et faire du mal à personne, quoi. Même si ça me rapporte moins qu'un salaire à la fin du mois. Alors je vis ce côté-là de ma vie depuis longtemps, depuis 88, hein. Ça trotte dans ma tête sans arrêt. Ben, c'est venu grâce à la lecture de Roger Frisanroche, premier de cordée à 13 ans sur le lycée climatique à Briançon. C'est mes parents qui, pour mon anniversaire, m'avaient offert le livre d'Artaud, avec des photos noir et blanc très jolies, un livre assez gros. Et je dévorais ça, et c'est une seule photo du livre qui m'a fait déclencher dans ma tête à 13 ans. Plus tard, je ferai ça. Et en l'occurrence, c'est une photo de deux gars en train de faire de l'alpinisme, quoi, en cordée. Et c'est parti comme ça, le vrai déclic, quoi. Mais alors après, moi, disons qu'ensuite, moi, j'ai quand même fait du ski, de piste, comme tout le monde. Mais l'alpinisme, je l'ai commencé tard. J'ai commencé finalement en solitaire à 20 ans. Et en autodidacte? Ah oui, ça complètement. Alors là, complètement, oui. Oui, absolument. Le seul sommet de 6000 mètres au Pérou où je suis pas parti seul, on était 9 dans l'équipe. Figurez-vous que c'est un sommet on était 9 et qui m'a coûté 90 € pour être accompagné et y aller. Alors 90 € en France, même avec ça, on va pas au Mont Blanc. Avec un guide. Oui. On a loin d'y aller, là. Oui, mais enfin voilà. Alors maintenant, je vois pas la vie forcément. Oui, je rêve toujours au niveau de l'aventure de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, mais c'est pas pour me dire en premier d'épater la galerie ou qui que ce soit en dehors de moi-même. C'est ma nature qui est comme ça, qui a besoin de se faire des émotions. J'allais presque dire, et j'essaye de les trouver par moi-même, ces émotions, et les projets aussi, quoi. Alors je dis un petit peu comme tout le monde, où je regarde des autres choses, d'autres personnes qui vivent quand même des choses en montagne et tout, mais à un moment donné, je sens que c'est important de trouver par moi-même l'endroit, comment m'y prendre pour y parvenir. Et là, vous repartez? Eh ben, il y a aucun problème. Normalement, je pensais partir à l'Arara ce mois-ci, qui est le plus haut sommet de Turquie. J'ai été en Arménie aussi, hein, donc depuis Erevan en Arménie, où j'avais passé 10 jours, on voit très bien l'Arara, sauf que les 10 jours que j'ai passés, le temps n'était pas favorable, donc je le voyais pas. Et il est tout à droite de la Turquie, il fait 5100 et quelques mètres, et je sais que fin octobre, il peut déjà y avoir la neige. Alors j'ai pas envie de perdre mes sous fin de ce mois-ci, parce qu'on est déjà début octobre, et louper l'Arara, ce que coûte l'avion, tout ça. Je pense que je vais le reporter à l'été prochain, où normalement tout le monde va à l'Arara en été, et là ça sera pas à cause de la neige. Et à la place, peut-être que le mois de novembre, je pense que le mois prochain, le nouveau pays que je vais faire, c'est encore un nouveau pays au Moyen-Orient qui risque d'être compris entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, un tout petit pays. Oh là là, mon Dieu.
Ça va me revenir, excusez-moi. Mais dans un pays d'ailleurs qui n'a pas d'eau naturelle, à l'état naturel, toute l'eau qu'il y a dans ce pays, il n'y a aucun ruisseau qui coule. Je suis obligé de regarder ça une seconde. Qui s'appelle, excusez-moi d'avoir un trou comme ça en parlant, ça y est, je l'ai retrouvé. Qui s'appelle le Koweït. Voilà. Je l'ai retrouvé. Mais sinon, j'ai été quand même en Amérique du Nord. J'avais fait au Canada 15 jours en stop, 200 km de stop tous les jours, en campant dehors à l'automne au Canada. Donc j'avais quand même découvert le Canada en 15 jours comme ça en stop. 3500 km de stop en 15 jours. J'étais parti le long du Saint-Laurent au-dessus de Montréal, Québec, traverser le Saint-Laurent en bateau, 2 heures de bateau, revenir à Montréal, descendre en stop aux chutes du Niagara, en dessous de Toronto, remonter à la capitale Ottawa administrative, revenir à Montréal, un grand triangle en stop, ça avait très bien marché. Et puis sinon, l'an dernier, en début d'année, j'ai pu voir une baleine dans le Pacifique au large de Los Angeles. Et là, j'avais randonné dans la Sierra Nevada, ça c'est quand même très bien. Et puis sinon, en Amérique centrale, eh ben oui, j'ai pu voir les pyramides au Mexique, j'ai été au Costa Rica, où j'ai pu voir des requins, je suis passé à Panama. Je suis passé en Amérique du Sud, oui, j'ai pu quand même découvrir la Colombie, l'Équateur, où j'avais réalisé mon premier plus de 5000 mètres, les îles Norte en solitaire, 5126 mètres. J'ai pu aller en Équateur, en Bolivie, où j'avais réussi le Chacaltaya, 5426 mètres, mais c'était pas un sommet difficile, même en tennis, c'était faisable d'arriver en haut. Et puis, il y a plus près d'ici, il y a 2 ans, j'ai pu faire le Chachani au-dessus d'Arequipa, 6090 mètres, là, oui, là, j'étais content aussi. Et puis sinon, j'ai traversé le Brésil aussi, en entier, de gauche à droite. Et j'ai été à Rio de Janeiro aussi, j'ai pu découvrir Rio de Janeiro comme ça. C'était l'hiver, il faisait 30 degrés, donc même on pouvait se baigner tous les jours, quoi, en Rio. Sinon, ça c'est l'Amérique du Sud. Mon vœu en Amérique du Sud, ça serait de descendre tout en bas, donc découvrir un peu tout le bas du Chili et de l'Argentine, et éventuellement réussir la Concagua qui fait presque 7000 mètres. Mais là, ce sont des sommets tout seuls. C'est pas que c'est pas possible, mais ça demande une autonomie quand même de plus d'une semaine, et entre la nourriture, etc., il faut... c'est pas évident. Mais sinon... Il faut un gros sac. Bon, il faut un gros sac. Et sinon, dans le même genre de choses qui me motive, ça serait d'aller au Pic Lénine, qui maintenant s'appelle plus Pic Lénine, mais qui fait 7100 mètres, et qui est dans un tout petit pays, Tadjikistan. Et alors lui, c'est pareil, hein, c'est un glacier qui est important. Sinon, j'ai même été en Russie, et là, tout seul en Russie, je me suis offert avec le départ en Géorgie, le Kazbek, 5045 mètres glaciaire, mais un vrai grand glacier quand même. Et là, ça je l'ai réussi tout seul en entier. Au sommet, il n'y avait absolument plus personne. Et c'est un très bon souvenir. J'avais bivouaqué à 3500 mètres, j'étais en autonomie, j'avais ma nourriture, mon sac de couchage. J'avais pas la tente, mais ça s'est bien passé. Et le sommet, tout le départ se faisait depuis la Géorgie, mais là, toute l'arrivée au sommet, on passait derrière, et là, j'étais en Russie. Là, j'étais en Russie, et je suis redescendu en Géorgie, mais enfin, j'étais quand même... Tous les pays d'Europe, j'y suis allé aussi. Je suis allé même... comment ça s'appelle, Chisinau, je crois que c'est la Moldavie, ça touche la Russie, mais là, j'y étais. Oui, tous les pays d'Europe, j'ai été, oui, les pays baltes, les pays nordiques, hein. J'ai marché sur le glacier du Vatnajökull en Islande, qui fait 140 km de long, ce glacier. Donc c'est la distance Chamonix-Grenoble, mais c'est un glacier. Donc là, et pourtant c'est un pays tout petit, l'Islande, hein. Et bien ça n'empêche pas d'avoir un glacier de 140 km sur une île qui est même pas un département français. Là, j'ai marché sur le bas, mais pas jusqu'en haut, parce qu'en haut du glacier, il y a le volcan du Vatnajökull, mais qui est glaciaire finalement. Et là, il y a pas quelques années en arrière, il s'était manifesté, et ça avait perturbé vraiment sérieusement les avions. En fait, ça, j'ai un très bon souvenir de l'Islande. Et tous les pays, même la Suède, la Norvège, la Finlande, j'y ai été quand même aussi. Les pays baltes, oui, Lettonie, l'Estonie, oui, j'ai été. Et puis en Grèce, j'avais réussi aussi le Skala, qui est le voisin de l'Olympe, qui est presque aussi haut, qui est à côté. Grèce, j'ai été 2 fois, oui. À Chypre, j'y ai été. Et donc les derniers voyages les plus récents, le Sénégal il y a cette année, oui, là j'ai rien fait de spécial. Avant j'ai voulu découvrir, le voir en vrai, à quoi ça ressemblait d'aller une fois dans sa vie à Dubaï. J'y suis allé, j'ai pu
j'ai pu regarder les 800 mètres de la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, là. Bon, c'est assez impressionnant, quoi. Mais bon, j'étais allé là comme ça, hein, pas spécialement, il n'y a pas de montagne à faire, quoi. Mais sinon, j'ai été... Un très bon souvenir, c'est par exemple d'avoir aussi être allé dormir chez les Bédouins en Jordanie, dans le désert du Wadi Rum. C'est un désert magnifique, couleur rougeoyante et orange avec le soleil le matin ou le soir. Et au lieu d'être des collines, des dunes de sable, là-bas, le Wadi Rum, c'est rocheux. Chaque fois qu'il y a des escarpements rocheux, mais c'est très très beau. Oui, j'étais allé là-bas. Et puis j'étais à Petra, le fameux gorge, c'est connu, Petra en Jordanie aussi. Là, j'ai pu découvrir Petra, le site de Petra. C'est un sillon dans la montagne, très très haut. Vous êtes de côté, vous avez 200 mètres de parois et vous êtes dans où passent les piétons dans 10 mètres de large sur une distance. Oui, là c'est très joli, la Jordanie. J'ai un bon souvenir en Jordanie. J'étais en Israël 2 fois. J'avais commencé à apprendre des rudiments d'hébreu histoire d'être capable de dire bonjour aux gens quand même. Et bon, là il y avait rien de spécial. Mais Israël, j'ai quand même le souvenir la première fois que j'ai débarqué du mois à Jérusalem et je m'étais posé à Tel Aviv. 1 heure après, j'étais à Jérusalem pour rejoindre mon hostel parce que mon style de vie, c'est quand même des fois carrément d'être complètement autonome, d'être capable de dormir dehors, s'il le faut, avec la tente. Ou de découvrir, dormir chez l'habitant. Oui, mon style de vie, c'est maintenant, j'ai compris ce que c'était, je ne le connaissais pas à l'époque, maintenant je sais ce que c'est. Les hostels, si vous voulez, c'est un coin dortoir avec un coin cuisine. Donc on peut amener ses provisions, se faire sa cuisine, mais on est dans un dortoir, donc on n'est pas tout seul, mais c'est des prix complètement raisonnables, et il y en a un peu partout, maintenant pas partout, mais il y en a quand même, et c'est toujours entre 10 et 20 euros, quoi. Donc, même au Canada, je me rappelle à Montréal, je payais 20 euros, mais le matin, on avait un petit déjeuner, on prenait ce qu'on voulait, c'est un vrai repas. La même chose, je me rappelle en Islande, c'était un hostel très très beau à Reykjavik, oui. Et sinon, les grands souvenirs, franchement, c'est, je pense, l'Afrique du Sud, oui, j'ai découvert l'Afrique du Sud aussi. Je me suis rendu à Cape Town, où j'ai passé 10 jours en hiver. C'était l'été, les saisons sont inversées, c'est l'hémisphère sud. Et là, j'ai pu voir le Cap de Bonne-Espérance, donc j'ai pu voir la rencontre de l'océan Atlantique et l'océan Indien. J'ai pu voir les pingouins du Cap, des petites bêtes grandes comme ça, qui sont très protégées, on n'a même pas le droit de les approcher, j'ai de marcher à l'endroit où ils sont. Et ça, j'ai un bon souvenir, oui, d'Afrique du Sud, oui, j'avais découvert ce pays. J'ai été un bon souvenir aussi au large du Sénégal, ce qu'on appelle Praia, Cap-Vert, le Cap-Vert. Alors là, j'avais fait l'ascension il y a plusieurs îles, c'est une dizaine d'îles, la principale où se posent les avions, c'est Praia. Et il y a petite île, il y a 3 heures de bateau entre les îles, et là, j'avais pu faire gravir le volcan Fogo, qui fait 3000 mètres, qui est un peu considéré comme le plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'était un bon souvenir aussi. Parce que le village où je suis parti pour gravir le volcan, il y avait un gîte où j'ai dormi et le gardien me dit comme ça, mais tu vas te perdre, tu connais pas, c'est pas bien balisé. Alors il m'a proposé de l'amener pour 3 fois rien. Alors j'ai dit ok, on est parti avec lui tout seul là-haut, et le village était construit entre 2 coulées de lave récentes. Et lui il me dit moi ma maison a été touchée, mais on m'a laissé reconstruire. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment hallucinant, quoi, parce que c'est assez récent les histoires des coulées de lave. En Afrique, j'étais en Tunisie quand même aussi, j'étais en Égypte, le long du Nil, jusqu'à Luxor, la vallée des rois, et là j'ai pu voir les pyramides de Gizeh quand même aussi, en vrai, de mes yeux, en Égypte, oui, puis j'ai fait un peu de plongée sous-marine à Hurghada, oui, en Égypte, oui. Chypre, oui, j'y ai été aussi. La Turquie, j'y suis allé. Oui, à peu près déjà tous les pays d'Europe. Enfin, j'espère continuer un peu dans le même style. Oui, il en reste un peu. Ouais, mais les pays, il y en a 200 quand même. Donc j'en suis au tiers, on va dire, de tous les pays du monde. Enfin, ça, comme j'ai été quand même un peu partout, oui, il y a quand même, oui, ça c'est vrai. L'Himalaya, où je veux vraiment absolument essayer de faire quelque chose quand même. Bien sûr. Et sinon, un peu plus loin, oui, peut-être la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, pourquoi pas le Japon, ou voilà, des choses comme ça, oui. Pour essayer de... Un rêve, ça serait de mettre les pieds pas au pôle sud, mais disons sur le continent antarctique, mais là, il faut vraiment avoir la chance de trouver quelque chose pour pas se retrouver sans un sou. Ça existe, hein, on a le droit de prendre un bout d'avion pour se poser là-bas, mais c'est les yeux de la tête. Oui.
Et vous avez un rêve, Jean-Claude, c'est de traverser des océans en voilier atlantique. Merci d'en parler, Laura. Oui, c'est un rêve qui est ancré déjà depuis plusieurs années. Alors, soit que je m'y prendrai comme je m'y suis pris en montagne, 100% tout par moi-même, quitte à travailler un peu sur un chantier naval, trouver un bout d'embarcation pas cher que je vais retaper par moi-même en apprenant ça sur le tas, et puis me mettre à naviguer tout bonnement comme d'autres gens l'ont fait bien avant moi, même seul. Soit ce côté-là, en voyant ça comme ça, soit le voir tout simplement beaucoup plus modestement, me mettre dans une association et à 2 ou 3 personnes sur un voilier en payant sa part pour traverser, aller en Corse ou aller commencer les choses simplement, pas vouloir voir toujours sans arrêt tout seul. Presque tout dans la vie, quoi. C'est ça que pour finir, je me dis aussi. La voile, c'est pas parce qu'on est seul que le paysage il va pas changer. Que ce soit seul sur un bateau, ou qu'on soit 10 ou 2 ou 3, et la mer reste la même, hein, elle va pas changer parce qu'on est seul ou tout seul sur le bateau ou pas. Donc là, peut-être que je vais plutôt partir, je pars vers ça. Comme vous dites, les Glénats en Bretagne, ils organisent pour 600 € pour une semaine et ils vous apprennent les rudiments. Donc c'est abordable. Oui. J'avais fréquenté une Bretonne quand même à Carantec, 2-3 ans. Bon, elle était hôtesse de l'air. C'est vrai que le style de ma vie, si je regarde comment j'ai commencé, j'ai eu le BEPC, j'ai réussi le concours de la seule école en France militaire de l'armée de l'air pour être mécanicien d'avion. J'ai suivi l'école en entier pendant 2 ans. J'ai eu un grave accident de voiture, la mémoire s'en allait, et j'ai dit, j'ai plus la mémoire comme avant. On reste pas dans l'armée de l'air dépanner des avions. Une voiture, ça va rester au bord de la route si on se fait une bêtise, mais un avion, l'armée de l'air, il volait déjà loin, vite. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Mes parents étaient tous les deux militaires dans l'armée de l'air. J'ai grandi à Madagascar aussi, entre l'âge de 3 ans et 6 ans, parce que mes parents étaient mutés là-bas dans l'armée de l'air tous les deux. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai dit, la vie continue, hein, j'ai réussi un CAP d'électronique quand même, donc... et puis après, je me suis aperçu que c'était pas mon style de pouvoir travailler en étant dans un bureau ou une usine. Alors j'ai dit, il faut voilà, cogiter. Et puis la nature, le souvenir de Roger Frison-Roche à Briançon, son livre, les souvenirs des colonies de vacances gamins, à la montagne dans les Pyrénées, dans les Alpes. J'ai dit maintenant, moi je voudrais plutôt travailler dans les Alpes. Alors c'est comme ça que je me suis mis petit à petit à vivre dans les Alpes et travailler dans les Alpes. J'ai été perchman, j'ai été pisteur secouriste même à la Pointe de Nyon aussi, en plus de perchman. Et puis de fil en aiguille, le monde du travail m'a pas donné assez de satisfaction en soi par lui-même, surtout au niveau humain. Ça c'est quand même très vexant, je trouve, dans la vie. C'est très dur à digérer. Oui. On essaye de donner le mieux de soi-même, on s'aperçoit qu'on n'est pas considéré, ni en argent, ni en quoi que ce soit, et on a l'impression qu'il faut s'échapper de ce côté-là. Moi, ça a été ma façon à moi, personnelle, de m'échapper, l'aventure, la montagne, mais surtout l'escalade solitaire au départ, oui. Puis ça m'a complètement... pas transformé, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça m'a complètement... Aidé à surmonter ça. Mais c'est la base. Ça a été vraiment Là, je me suis senti heureux, quoi. Il y a une aiguille qui s'appelle l'aiguille de l'Index, dans les massifs des Aiguilles Rouges, qui est en face de celui du Mont Blanc. Donc, c'est une moyenne montagne de 2500 mètres. Mais il y a une aiguille qui s'appelle l'Index, c'est 180 mètres d'escalade. On a besoin des mains et des pieds jusqu'en haut. C'est pas très haut en dénivelé. Un jour, j'ai pris ma tente, j'ai campé au pied. Entre 7h du matin et 7h le soir, je l'avais parcouru 22 fois à la suite en solitaire. 180 mètres d'escalade. Et j'ai dit, je vais dormir, oui, j'ai bien dormi, oui. Le lendemain, j'ai recommencé 17 fois la même chose. Mais je connais personne qui a fait ça, moi, ni à Chamonix, ni ailleurs. Et j'avais fait un record de dénivelé, mais ça remonte, ça c'était en 76, 77, donc c'est très loin derrière. Mais n'empêche que j'avais vécu ça. Et je l'avais dit à personne à l'époque. J'ai dit, j'étais content de tout ça, j'étais tellement content en moi-même. Je disais, vous ne partagiez bien, pas forcément. Mais à cette époque-là, j'ai dit, il n'y a pas que cette aiguille, évidemment. Alors après, j'ai continué à grimper comme ça en solitaire, sans chercher qui que ce soit. Alors évidemment, j'ai atteint un nombre de courses important, oui, bien sûr. Mais tout en étant moyennement. J'ai quand même fait la version d'Aiguilleverte en solitaire. J'avais rencontré Pascal Bessière, qui était en vacances pendant 1 mois. Je lui avais tout offert, sac de couchage, sac à dos, même un appareil photo. On a fait avec elle 22 courses, qui sont des vraies belles courses d'alpinisme, qui coûteraient, ça c'était avant l'euro, donc c'était en francs, qui auraient coûté chacune 1000 francs. En 1 mois, on a fait 22 courses. Wow. Et Pascal Bessière n'avait presque jamais rien fait en haute montagne.
On a fait le Grépon, lié avec le Colas Spencer, la traversée des arêtes de Rochefort, la Dent du Géant, la Kufner au Mont Maudit, qui est une voie difficile côté italien, sur le Mont Blanc, sur le Mont Maudit, voisin du Mont Blanc, et d'autres. Et Pascal Bessières a fini sa vie en Himalaya avec Éric Escoffier sur un 8000, où ils sont partis du dernier camp pour aller au sommet dans le mauvais temps, on ne les a jamais retrouvés. Et il y avait des articles partout dans le journal. Pascal Bessières, c'est avec elle qu'on avait fait 22 courses avant qu'il y arrive cette histoire-là. C'est loin en arrière, mais enfin voilà, j'ai vécu ça avec cette personne, Pascal. Ouais. Et du coup, Jean-Claude, à l'heure actuelle, vous organisez de temps en temps des conférences, on peut vous retrouver sur YouTube, on peut retrouver aussi vos livres également, vos films sur les différents pays que vous avez pu découvrir. Oui. Alors moi j'ai qu'un rêve, c'est de partager ma passion un maximum, puisque maintenant, ma nature, il n'y a rien qui la retient quand j'ai une idée... comme si c'était une autre personne que moi qui me retenait, empêchait de vivre mon idée. Donc quand ça vient de moi une idée, je trouve qu'il y a rien qui, venant de moi, il y a rien qui s'y oppose. Je ne peux qu'avoir envie de partir, que ce soit en montagne, et maintenant, comme vous le disiez Laura, en mer. Mais je veux dire, ceci étant, c'est très important. Pourquoi ? Parce que d'une façon ou d'une autre, à force de réfléchir, on a l'impression qu'à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une possibilité de mettre en route l'idée. Et c'est ça qui a le plus pour moi de valeur finalement dans la vie. C'est pas parce que j'ai payé quelqu'un pour me donner une idée, ou que j'ai payé je ne sais pas que... mais je veux dire... oui, je donne des conférences ici, c'est avec mon nom, Mettefeu, prénom Jean-Claude. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, il y a 200 vidéos. Il y a mes voyages, mes ascensions, mes sorties en montagne. Donc on peut me trouver facilement. Et si quelqu'un veut une conférence, il suffit d'envoyer un message sur Facebook ou sur YouTube. Je suis même sur Dailymotion d'ailleurs. Oui. Par mail, évidemment, oui. Mettefeu@gmail.com. Oui. Mais puis j'ai des bons moments, je me suis retrouvé invité par la Société des explorateurs français à Paris pour partager ma passion et passer un bout de mes films, la Guilde du Raid, donc ça c'était en 2017. Je me suis retrouvé invité pour mon premier film que j'avais fait sur le Mont Blanc, parce que le Mont Blanc, l'été 2000, non seulement j'avais fait 2 séjours de 27 jours en autonomie sur le Mont Blanc, oui d'accord, ça c'est très loin en arrière, il y a plus de 20 ans, j'allais au sommet de l'endroit où j'étais sur le Mont Blanc tous les jours, mais ça a duré 27 jours, j'étais en autonomie totale, j'avais 120 kg de matériel. Entre la nourriture, le gaz, les provisions et tout ça, oui. 4 sacs à dos de 30 kilos. En 6 jours, je les ai amenés au sommet du Mont Blanc, le premier séjour de 27 jours. Bon, le mauvais temps avait cassé ma tente, je me suis rabattu au bivouac Valo, 4400 mètres, et de là, j'allais au sommet tous les jours, au dôme du Goûter, qui fait 4300 mètres aussi. Deuxième séjour était identique, avec un bivouac en fibre de verre que m'avait donné les produits d'une boîte à Grenoble qui fabrique ces produits de fibre de verre. Un bivouac 45 kilos que j'avais installé à 4000 mètres au Grand Plateau, et de là, j'allais au sommet du Mont Blanc, quasiment tous les jours. Pareil, pendant 27 jours, ou au dôme du Goûter, même des fois aussi l'après-midi, et je revenais dormir mon bivouac à 4000 mètres d'altitude. Et pour dire que, après l'été 2009, j'ai réussi en 45 jours d'aller, là j'en ai fait un film aussi que je fais en conférence, d'aller 20 fois en autonomie au sommet du Mont Blanc en 45 jours. Alors là, j'en ai fait un film, oui. Donc j'ai 3 traversées des Alpes en film, j'ai un film sur le Mont Blanc, j'ai mon film Tour du Monde. Voilà, je partage le mieux possible, du moins j'essaie. Non, mais c'est super, à travers vos films, etc. Merci beaucoup Jean-Claude pour votre tour du monde. Merci beaucoup Laura, et j'espère continuer ces aventures le plus possible aussi, en essayant d'arriver toujours plus haut. Mon rêve c'est d'arriver quand même au sommet d'un 8000, pas forcément tout seul évidemment. Et puis sinon, que dire, si des gens veulent me proposer de venir dans une école, un collège, un lycée à Briançon, dans les Hautes-Alpes, ils ont qu'à me contacter sur internet, et moi je suis le premier à être d'accord de venir. J'avais été aussi invité au Festival international de la randonnée d'ailleurs pour mon film de l'été 2009 de Mont Blanc, et là c'était un festival où on s'est retrouvé 6 personnes invitées, et parmi les 6 personnes il y avait aussi un très grand aventurier qui s'appelle Serge Rotely, avec qui on est devenus amis, on s'est échangé nos livres et DVD, et qui lui avait fait le tour du monde en courant en 5 ans. Serge avait parcouru 45 000 km, sa compagne le suivait avec une remorque et une moto, et il avait mis 5 années à faire 45 000 km autour du monde. Tous les jours, c'est l'équivalent d'un marathon, quoi. Et avec Serge, on se connaît, maintenant il habite pas loin de Chamonix. Oui.
Pour moi, l'aventure, c'est ma vie, j'allais dire, c'est ma façon de me sentir exister à travers les émotions. Autre chose que ça, je sais pas ce que c'est. J'allais presque dire. De l'adrénaline, des sensations se surpasser. Oui, qu'on sent en soi quand on les vit à un moment donné et qu'après qu'ils sortent de soi, parce que c'est la vie quand on aime quelque chose, de sentir si ça peut intéresser d'autres gens que soi-même, pour pas rester toute sa vie non plus tout seul avec soit les rochers, soit la mer, quoi, hein. Voilà. Et je trouve que c'est bien pour les jeunes aussi, parce qu'on vit une époque où j'allais presque dire, à part savoir traverser la rue avec le portable à la main, on se demande qu'est-ce qu'ils savent faire d'autre, quoi. Et qu'est-ce qu'on leur apprend d'autre, quoi. Et ça m'horripile, quoi. Moi, quand j'avais 16 ans, les portables, il n'y en avait pas. Et même quand j'avais 30 ans, les portables, il n'y en avait encore pas, quoi. Enfin bon, il faut pas se moquer, hein, de la jeunesse. Ça, non, surtout, jamais. Bon, voilà. Pour l'instant, je suis encore célibataire. Et ma foi, solitaire. Les enfants, j'en ai toujours voulu, j'en voudrais toujours, mais moi je trouve que c'est des choses qui viennent de soi et que la nature fait que les possibilités se présentent ou elles se présentent pas, mais que on pose pas quelqu'un comme on pose un objet sur une étagère. Une personne humaine, il faut, pour l'aimer, il faut l'accepter, il faut s'harmoniser, et ça c'est des valeurs humaines qui passe pas forcément qu'à travers une histoire d'argent, non plus, quoi. Oui. C'est pour ça que la nature, moi, m'enrichit de ce côté-là, parce que je suis très croyant, je me dis, Dieu nous a donné ça, nous, le peu de temps qu'on vit, on le passe à tout se vendre et tout s'acheter. Ouais. Je dis, mais quelle image on a de lui, quoi. S'il y a des extraterrestres, ils doivent dire, mais... S'en fout. Bon, bref, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi? Et alors moi, je me dis, tu la vois, la nature? Mais c'est justement parce que tu la vois qu'il faut compter dessus pour se sentir exister. Voilà, c'est un peu ma philosophie personnelle, oui. Maintenant, j'arrive à comprendre des gens qui se marient tôt, avec de l'amour ou pas d'amour, qui ont des enfants et qui doivent s'en occuper. Donc je me moquerai pas non plus de ces gens-là. Oui, c'est quand même beau, même, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Eh merci. C'est Laura que je remercie beaucoup aussi de l'interview.